Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Et je pense que mon affinité avec le leadership, en général, c'est ce qui m'a amené à l'administration des affaires, les finances, maintenant l'entrepreneuriat. J'adore créer, j'adore produire, j'adore échanger et sentir que je suis utile. L'invité de la semaine est Khadija Khartid. D'origine marocaine et basée aux USA, Khadija a 25 ans d'expérience en stratégie et en investissement à travers les États-Unis, l'Afrique et le Moyen-Orient. Après ses études au Maroc, elle obtient la bourse d'études Fulbright, qui, à l'époque, n'a été accordée qu'à 9 personnes sur 10 000 candidats, et qui lui permet d'aller effectuer un MBA aux États-Unis. Plus tard, elle a l'opportunité d'aller travailler en Arabie Saoudite, où elle devient la première femme CEO en banque d'affaires dans ce pays. Actuellement, elle est très investie chez Araz, un produit d'investissement halal, disponible pour le moment uniquement aux États-Unis, permettant d'investir facilement en choisissant ses objectifs à l'avance et en accord avec ses valeurs. Un principe de la finance en général, il ne faut jamais geler l'argent. Geler l'argent, c'est une perte toujours. Parce que l'argent, et on va toucher au sujet de halal et de l'islam et les principes derrière le riba. Et l'argent, c'est une expression de la valeur. Du stockage de la valeur et du transfert de la valeur. Si l'argent reste immobile dans un endroit, c'est une perte pour toute la société. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram Muslim Makers pour savoir en avance les personnes que je compte interviewer et proposer des questions si le sujet t'intéresse. Le lien est en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam Abdelrahman. Comment vas-tu, Khadija? Ça va bien, merci. Je suis très heureux de t'avoir sur mon podcast. D'abord, je voudrais te remercier pour l'opportunité d'échanger des réflexions ici sur ton podcast. J'ai vérifié ce que tu as fait et j'étais impressionnée par le nombre de podcasts et la qualité des podcasts. Donc, je suis super energized. J'ai beaucoup d'énergie pour faire cette interview aujourd'hui et j'espère qu'on va échanger quelque chose de solide, d'informatif et d'inspirant pour les écouteurs. J'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Khadija. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais en ce moment, toi, tu es aux États-Unis. Donc, on doit avoir 13 heures de différence entre Boston et Singapour. Oui, c'est assez marrant, mais alhamdoulilah, on a pu trouver un créneau. Oui, c'est bon. Et c'est fascinant. Le globe, les heures, les zones horaires et le pace, la rapidité du changement et de l'interaction entre les humains sur la planète, ça, c'est très fascinant. Et je suis très gratifiante de vivre dans cette ère, cette décennie où on a avancé tellement qu'on peut faire des affinités avec des gens n'importe où dans le monde. La seule condition, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde en termes de pensée et d'intérêt et de passion. Donc, c'est très énergisant. Exactement, c'est fascinant. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter assez brièvement? Oui, OK. Donc, mon nom, je m'appelle Khadija Khartid. Je suis d'origine marocaine. Je vis actuellement à Boston. J'ai voyagé, j'ai travaillé dans plusieurs pays, dans des continents. Je suis au Fulbright Scholar, la bourse de Fulbright du Maroc. D'abord, je suis de l'ISCAE, donc il y a peut-être il y a de votre audience qui connaissent l'ISCAE, donc je suis diplômée de l'Institut supérieur du commerce et d'administration des entreprises au Maroc. J'ai travaillé avec Shell Oil pour 4 ans. J'étais la première femme qui a fait le field, qui a géré les opérations sur le terrain comme chef de secteur et j'étais promue plusieurs fois à Shell Oil. J'étais chargée de projets spéciaux à travers le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et j'ai eu des projets aussi en Angleterre et en Hollande durant les 5 premières années de ma carrière. Durant cette période aussi, j'ai travaillé pour obtenir la bourse Fulbright parce que c'était très difficile de financer le MBA aux États-Unis. Et moi, j'avais le rêve de poursuivre mon MBA aux États-Unis avec la langue anglaise.
à l'époque, au Maroc, à Casablanca, je lisais des livres de gestion de Peter Drucker. Peter Drucker, comme un des auteurs que j'aime le plus. J'étais inspirée par lui pour poursuivre mes études en anglais pour que je puisse lire les ouvrages de gestion en version originale. Donc, ça, c'était à l'époque où j'ai 19 ans, ou 18 ans jusqu'à 21 ans. À 21 ans, j'ai commencé ma carrière avec Shell. C'était une expérience qu'ils ont testé d'avoir une femme sur le terrain au Maroc et il a réussi, alhamdoulilah. Et après, ils ont recruté plusieurs femmes après moi. Et quand j'ai eu la bourse, je suis venue aux États-Unis. J'ai fait mon MBA. J'ai travaillé avec American Airlines dans les achats des engins d'avion pour un an. Et après, je suis retournée au Maroc. J'ai travaillé dans le secteur de l'énergie électrique avec la Société nationale, mais j'étais dans une équipe qui travaille sur les énergies renouvelables, le vent et le solaire. Et on a travaillé sur des choses à l'international avec la Banque mondiale, avec les sociétés opératrices comme Vestas au Danemark et d'autres sociétés dans le wind. Maintenant, le Maroc est parmi les pays qui ont avancé dans ce genre dans les énergies renouvelables. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que vous étiez assez précurseur à ce niveau-là, parce que c'est assez récent quand même, l'engouement pour les énergies renouvelables. Oui, c'était 2001 jusqu'à 2003. C'est l'époque où j'avais fait ça. Et après, je suis retournée aux États-Unis pour des raisons personnelles. Et quand j'étais ici, je me suis intéressée plus au marché des capitaux, les investissements, la spécialisation en finance. Et après, j'ai fait mon master's de finance et j'ai fait un diplôme ou une spécialisation qui s'appelle la CFA, Chartered Financial Analyst Accreditation. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que d'abord, j'aime avancer chaque jour, j'aime apprendre et j'aime découvrir le compliqué. J'adore les challenges. Donc, j'ai fait ça en parallèle avec mon master. J'ai aussi fait le self-study. Je fais des préparations des examens seule chez moi et je me présente chaque année aux examens pour le CFA. Le CFA, il l'appelle ici aux États-Unis à l'époque où je l'ai eu dans les 2006, 2008. 10 ans, il l'appelle le Gold Standard of Investment Management. C'est le certificat d'or des professionnels en investissement. Et les femmes étaient rares dans cette spécialité. Ce qui m'a attiré. Difficile à avoir. Oui, c'est un examen où il y a 3 niveaux. Dans chaque niveau, on étudie 8 ouvrages, livres de 800 pages. Et on doit mémoriser et internaliser. Chaque ouvrage fait 800 pages chaque ouvrage, 800 pages et chaque test, 8 ouvrages. Donc, 8 multiplié par 800 pour chaque test, pour chaque examen. Et l'examen, c'est le niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Tu m'as retourné au... j'ai l'impression que oui, à l'époque, je suis très vieille, mais je ne suis pas vieille, en fait. Non, je suis pas vieille parce que j'apprends chaque jour. Donc, c'est ça le message que je suis en train de passer à l'audience. Si on prend plaisir à faire quelque chose de nouvel chaque jour, on a toujours l'espoir et l'enthousiasme pour demain. Parce que demain, on a un plan. Donc, on se réveille, on dit, oui, je dois terminer ce que j'ai eu et j'ai la liste, to-do list d'aujourd'hui et j'ai un plan pour 3 mois et un plan pour un an. Et Inch'Allah, avec la grâce de Dieu, avec les efforts, les choses se concrétisent et on regarde derrière soi et on trouve qu'on a construit quelque chose dont on est fier, on est content, on a contribué à la vie de quelqu'un a appris à travers nous, on a fait des projets, donc il y a une touche.
notre Oui, touche sur l'univers. bien Et sûr. ça donne de la joie. Ça Oui. donne de la joie de faire de la touche et on est satisfait de la touche qu'on a fait autour de Hmm. nous, dans les humains, dans les projets, dans les animaux, dans la planète. Donc, Oui. c'est très motivant. OK, donc, je reviens à le test et après, j'étais recrutée par UBS, la banque Mhm. suisse. D'accord. J'ai travaillé dans le wealth management et l'investissement pour un moment. Et après, la crise a, a touché le monde Attrapé. Oui. entier, a frappé Mhm. le monde entier. Et donc, j'ai transitionné au secteur de l'énergie, dont j'avais de l'expérience déjà. Donc, j'ai travaillé avec un groupe qui s'appelle Exelon Energy. C'est le leader aux États-Unis dans l'énergie nucléaire et ils fournissent de l'électricité et du gaz pour le chauffage. J'ai D'accord. travaillé dans le M&A pour 2 ans. Et après, mon mari a M&A, eu c'est merging and acquisition. mergers and acquisitions. Mhm. OK. Et après, après, on a eu Merger, c'est juste pour, parce qu'il y a des termes qui c'est sont pas très fusion, connus. fusion et acquisition. Mhm. Donc, faire fusionner des entreprises ou des. Oui, oui, Mhm. et oui, c'est les achats, les acquisitions, les achats. Une entreprise achète une autre entreprise. Mhm. Pour fusion, pour ajouter des activités ou pour comme il y a beaucoup juste récemment il y a une grande fusion qui s'est passée dans le secteur de la santé aux États-Unis. Mhm. J'ai CVS et une autre Aetna, je pense, et Mhm. c'est grandiose. C'est le montant était faramineux Oui. en billions. Mais on entendait. M&A, c'est le terme même en français, je pense. Oui. Les professionnels de corporate Oui, finance, ils connaissent très bien ce mot. Oui. ils Ils utilisent connaissent, ça. oui. Mhm. Ouais. Donc, après, on a eu une opportunité en Arabie Saoudite. Et je suis partie, j'étais expat en Arabie Saoudite entre l'année 2010 et l'année 2014. J'ai travaillé dans le secteur des banques des affaires. Mhm. J'ai commencé comme senior associate. Après, j'ai tissé des relations et donc je vais en profiter pour donner aussi des conseils en termes Bien sûr. de carrière et il suffit pas de connaître les choses techniques. J'étais très Mhm. technique, mais il y a aussi l'aspect relationnel, l'aspect personnel, l'aspect, comme j'ai dit, la touche, la vision, l'ambition. Tout ça joue un rôle très important dans une carrière d'une Mhm. personne. Donc, je recommande vivement aux jeunes d'avoir des convictions Oui. personnelles parce que ça aide beaucoup. C'est les boussoles. Après, les techniques et les compétences et tout ça, c'est très important, mais aussi la personnalité la vision. Oui. Donc, ces relations m'ont aidé à devenir partner dans une société de conseil en corporate finance. Et après, on a tissé des relations avec une banque d'affaires et j'étais nommée comme le PDG de cette banque d'affaires à Riyad, Mhm. en Arabie Saoudite, par le vote de conseil d'administration qui était beaucoup d'hommes d'affaires saoudiens. Et Mhm. je salue aujourd'hui les hommes et les femmes avec qui j'ai travaillé en Arabie Saoudite. On a fait Mhm. beaucoup de choses et on a échangé de l'amitié, de l'intellect, d'échanges intellectuels, de la promotion professionnelle. Et donc, j'ai eu une expérience très satisfaisante personnellement en Arabie Saoudite durant mes 4 ans là-bas. J'ai des amis qui vont rester pour le reste de ma vie, de mes amis, et je suis Mhm. toujours en contact avec eux. Donc, là où on va, on vit des expériences, on tisse des relations humaines, on crée des affinités avec les gens, on apprend la vie des gens, on démystifie
on enlève les mystères et le bias, les stéréotypes et les choses qu'on entend, qu'on n'est pas dans le pays lui-même, dans la culture elle-même. Moi, personnellement, mon expérience était très positive entre 2010 et 2014. J'ai travaillé durement, mais aussi mes efforts ont été reconnus largement. Tu me disais que tu étais la première femme à être CEO en Arabie Oui. Saoudite. Oui, oui. J'étais la première femme à être nommée PDG d'une banque d'affaires. En fait, j'étais expat, donc j'étais pas saoudienne. Donc, ce n'est pas une politique nationale ou autre. Je suis juste une professionnelle dans le pays. Et j'ai reçu un appel de quelqu'un de responsable de la CMA, qui est Capital Market Authority du Riyad, pour me féliciter et me dire que je vous félicite pour être nommée la première femme pour ce rôle. Et j'étais très, très contente et honorée par la responsabilité aussi. Ça m'a donné beaucoup d'empowerment, ça m'a donné beaucoup de volonté de faire de mon mieux pour prouver à moi-même et à tout le monde que je mérite le poste. Et on a réalisé, on a clôturé des deals, des affaires très importantes durant ma mission de 2 années. Tu t'y attendais à être nommé PDG de la banque d'affaires? Je n'ai jamais pensé que quelque chose est au-delà, puisque je pense que mes aptitudes sont très élevées, donc je vais prendre chaque opportunité qui me vient, parce que j'ai une confiance en soi qui est assez healthy. Mais je m'y attendais pas en fait. Moi, ce que je faisais, c'est que j'ai eu des relations solides avec mon équipe. Et on a travaillé très bien. Et ça m'a créé, ça m'a donné le social capital. Il m'a donné le capital social entre mon équipe et avec le conseil d'administration. Donc, ils ont aimé ma personnalité, mes compétences, la façon dont je suis passionnée par le travail, par le coaching, mentoring. Je prends du plaisir à faire élever les compétences de mon équipe. Et ils ont vu ça. Ils ont vu mon partenariat, mon sens de partenariat solide avec les membres de mon équipe et comment je les soutiens. Ils me soutiennent. On apprend ensemble. On excuse les erreurs ensemble parce qu'on est une équipe. Une équipe, c'est un tissu qui doit être solide. De point de vue technique et aussi humain, émotionnel, relationnel. Donc, tout ça vient en équation pour que l'équipe soit gelée et que les personnes au sein de l'équipe fonctionnent de leur mieux. Ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes parce qu'il y a des personnes autour d'elles qui tiennent, qui supportent leur réussite. Ils veulent qu'ils réussissent ensemble et que chacun d'eux réussit lui-même ou elle-même. Donc, ça, c'est ma philosophie, ma mantra tout le temps. Comment tu as fait pour avoir cette personnalité qui a été si appréciée dans ta boîte, le fait de empower, le fait d'avoir ce capital social dont tu m'as parlé, d'avoir une bonne communication avec ton équipe? Tu l'as appris ou c'était naturel chez toi? Les deux. Il y a une partie naturelle. Depuis que j'étais enfant, j'avais la joie de vivre. La joie d'explorer, la joie de faire des amitiés, d'aimer connaître les gens et aider les gens. Si j'ai des qualités, je voudrais les partager avec les gens tout le temps. J'étais un peu rapide et un peu pas douée, mais un peu intelligente. Et j'utilise l'intelligence, l'assiduité. C'est quoi studious? Être studieuse, enfin, tu étais studieuse.
Tu étais studieuse. Studieuse, oui, c'est Mhm. ça. Yeah. La qualité d'être studieuse et de les, je me réjouis à faire. J'aime travailler, j'aime. C'est pas par obligation, c'est par volonté, par plaisir. Et ça, Mhm. je le partage avec mes amis de classe, ma famille, les membres de ma famille. Et aussi, j'ai la joie de plusieurs activités, pas seulement le côté professionnel. J'aime l'art, j'aime la musique, j'aime chanter, j'aime voyager, j'aime tout, j'aime la vie, je pense. Et ça, Mhm. aussi, j'ai une famille qui m'a supportée, qui a encouragé cette personnalité. Il a apprécié cette personnalité. Toujours, ils disent, c'est très bien, oui, ce que tu as fait, super, tu peux le faire, oui, tu peux le faire. Ils m'encouragent toujours. Donc, Mhm. j'ai grandi prenant plaisir au côté positif dont Avec les encouragements aussi. oui, avec les encouragements. Et je voudrais donner au monde un peu de ce que j'ai, si j'ai un excès. Et en fait, j'ai une cotation d'un des professeurs. Il a dit, l'information, c'est une ressource qui se multiplie en se partageant. Et moi, Mhm. je vois que l'énergie positive, c'est une ressource qui se multiplie en se partageant. Quand on Ouais. donne de l'énergie positive aux gens, ils l'apprennent et tu as plusieurs multiples de cette énergie parce que lorsque tu donnes ça, tu vois la personne bénéficiante de cette énergie sur une dimension quelconque et Mhm. tu es contente et ça te donne encore plus. Tu veux faire encore plus. C'est un cercle virtueux et c'est un effet multiplicateur. Ouais. Euh, donc ensuite, après, tu as eu ton expérience en Arabie Saoudite qui s'est très bien passée apparemment. Oui, en fait, moi, j'avais besoin de, de revenir aux États-Unis pour une raison médicale. Mon enfant a été diagnostiqué par l'autisme, un niveau d'autisme assez sévère, et j'ai essayé de trouver des solutions en Arabie Saoudite, mais c'était difficile. C'est devenu plus difficile chaque jour. Et après, j'ai commencé à faire des recherches sur les meilleurs services que je peux avoir pour mon enfant. Parce que j'ai fait mes études à Boston, je connais Boston, je connais les services de santé. Aussi, j'ai fait des recherches parce que peut-être ma plus grande force est la recherche. Mhm. Donc, j'ai commencé à faire des recherches pour trouver les meilleurs centres, les meilleurs hôpitaux, les spécialistes, et Boston était le meilleur candidat pour ça. Donc, j'ai décidé de revenir à Boston pour mon enfant. Et c'était un choix un peu, un dilemme, un peu, parce que j'ai voulu rester, parce que c'était un point culminant dans ma Oui, carrière. Est-ce que je reste pour faire encore mieux et après, j'ai fait la décision que mon enfant a la priorité. Donc, je suis retournée et donc, on va faire on va lancer les éclairs ou les lumières sur oui, l'adaptation. L'adaptation est très oui. importante parce que même si les étudiants ou les professionnels, les jeunes qui nous écoutent sont très lumières et sont très brillants, la vie apporte des surprises et apporte des challenges et apporte des moments qui ne sont pas très satisfaisants, décevants, Mhm. etc. Si on a ça, là, c'est un moment de test de la personnalité et des systèmes de Mhm. valeurs. À ce moment-là, on retourne à la Oui. base et on s'assoit et on réfléchit. Qu'est-ce que nous voulons faire? Et c'est quoi la priorité? Qu'est-ce qu'on est comme personne? Est-ce que la réussite vaut plus que mes enfants ou la maladie ou ma mère? Il y a des situations dans la Mhm. vie qui demandent de nous de faire des Oui, sacrifices sur bien d'autres sûr. plans. OK? Et là c'est des décisions individuelles. Et là,
mon appel ici, c'est que c'est jamais fini. C'est Le voyage. le parcours continue, le voyage continue de la vie. Donc, je suis retournée, j'ai cherché une autre Mhm. solution. Donc, j'ai commencé ma boîte à Boston pour le consulting. Des choses que je faisais, c'est la banque des affaires, les M&A, fusion et acquisition, transfert de technologie entre les Boston et la MIA, Middle East et Africa, l'Afrique et le Moyen-Orient, parce que c'est une région. Moi, je suis originaire du Maroc, c'est de l'Afrique, et j'ai travaillé longtemps, et j'ai beaucoup de relations au Moyen-Orient, donc c'est win-win, c'est idéal pour moi. J'ai commencé à le faire pour quelques années et après, je me suis intéressée à la technologie, les startups, les Mhm. entrepreneurs. En fait, ici, à un moment donné, entre mes challenges personnels de la santé, entre les docteurs et le système éducatif et tout ça, il y a aussi l'appel, parce que je suis ambitieuse, j'adore travailler et produire. Donc, je me suis dite, je me sens obsolète. À un moment donné, je me suis sentie obsolète. Connaissant seulement la finance, le fusion-acquisition des sociétés établies, donc j'ai senti que je dois me recycler. Pourtant, Et donc, j'ai commencé le c'est des recyclage. sujets très d'actualité encore. Oui, c'est Il n'y a rien très d'obsolète. d'actualité. Et en fait, je voudrais vraiment dive, je voudrais, Plonger. oui, plonger très, très fortement dans ce projet parce que c'est le plus utile pour Oui, les jeunes. Euh, donc, je me suis sentie comme ça et je n'aime pas. Je voudrais être mise à jour ouais. chaque jour et utile. Donc j'ai commencé à faire on-demand learning. Je suis en ligne, je cherche les cours, je lis, j'ai abonné à tous les médias de la technologie, TechCrunch. Je ne sais pas si est-ce qu'il y a de l'utilité à dire Oui, les n'hésitez mots, pas. Non, oui, les les noms références, je les mettrai en oui, oui, description. TechCrunch, la n'hésitez référence? pas. OK. TechCrunch, Product Mm. Hunt, Oui. AngelList, Y Combinator 500 Startups, Fortune Inc., Wired, même Wall Street Journal aussi maintenant il se redynamise. Fortune pour il y a maintenant des plateformes pour les femmes et la technologie. Donc, je me suis branchée sur tout Mm. ça et LinkedIn, Twitter. One second, je me rappelle les mots, mais Oui. j'étais partout et je prends grand plaisir à lire tout ça et je le lis avec profondeur, pas juste les titres et les highlights, plus. Donc, il y a on a besoin de savoir tout ce qui se passe, mais aussi on a besoin de comprendre profondément des choses qui sont le nôtre. Donc après, j'ai ajouté ce que j'ai appris à ce que je Mm. connaissais. En fait, à un moment donné, je me demandais la technologie, avec mon âge, mais c'est pas vrai. Maintenant, je suis en position de confort pour te dire que ce n'est pas trop tard pour n'importe qui, Mm. jeune ou vieux, technique ou non technique, toutes les personnes qui ont la volonté de créer, d'innover, d'apprendre, ils sont Mm. utiles. Parce que même les startups qui sont purement technologiques, ils ne marchent pas sur la technologie seulement. Ils ont besoin des stratégistes, ils ont besoin des financiers, ils ont besoin des marketiciens. C'est vrai que la profession évolue, et il y a beaucoup de technologies. Maintenant, si on parle marketing, maintenant, on parle marketing analytics. Analytics, c'est tout Mm. ça. Mais il y a les sciences de données, il y a le quantum computing. Tout ça rentre dans l'équation, mais la fonction en elle-même n'a pas Oui. changé. La créativité, tout. Et même maintenant, lorsqu'on arrive à parler de Arras, on va parler de le cœur de la profession, c'est la finance et Oui. l'investissement. Même s'il est facilité par la technologie comme la Oui. locomotive.
mais la finance reste très relevant. Elle est très à jour et très importante dans le business model. OK? Donc, après, j'ai commencé à enseigner la fintech. Je suis de profession finance, mais avec la technologie, la demande des universités est très élevée parce que les gens, c'est le nouveau, la nouvelle filière, c'est la fintech, c'est pas la finance. C'est le mix. Mais je veux souligner quelque chose. La finance reste toujours, il faut être très fort en finance et aussi ajouter la technologie. Donc, c'est pas juste donc, ça reste les deux. C'est les deux. Les deux sont maintenant très importants aussi. OK. Donc, j'ai fait. Et comment tu as rejoint l'enseignement? C'est intéressant. J'ai des amis qui sont enseignantes et ils ont vu des postes qui sont listés dans leur université. Ils m'ont donné. En fait, je veux souligner quelque chose d'important pour les femmes spécifiquement et pour tout le monde. Il y a quelque chose qui s'appelle maintenant full stack entrepreneurship. Full stack entrepreneurship. Je ne sais pas la traduction en français, mais la signification, c'est que un entrepreneur, maintenant, un professionnel peut faire beaucoup de choses. Il peut être un manager dans une entreprise, il peut être un entrepreneur le soir ou le week-end pour son projet, et il peut être un enseignant en université quelques jours de la semaine. Tout est possible parce qu'il y a la technologie. Et maintenant, moi, j'enseigne les professionnels. Ils n'ont pas besoin de venir sur le site, le campus, pour étudier. Et moi, je ne veux pas aller sur le campus parce que c'est une logistique pour moi. Donc, c'est l'idéal pour nous tous, c'est que moi, j'enseigne par online, la comment vous appelez ça? Remote learning. À distance. Remote learning, à distance. Enseignement à distance. Oui, enseignement à distance. Je l'ai commencé plusieurs années avant le COVID. Oui. OK. J'ai commencé, je ne sais pas, 2015. Donc, j'ai donné mon CV et ils ont besoin de personnes comme moi et ils m'ont appelé pour l'interview et après, j'enseigne le Masters of Digital Innovation. Okay? C'est le master de l'innovation. Quelle université numérique. Ça? Brandeis. Brandeis, OK. À Boston. Okay. Et après j'ai aussi travaillé avec une entreprise en Californie qui fait l'enseignement comme plateforme de la fintech. Et à travers cette même boîte, j'ai eu l'exposure. J'ai connu Cornell. Donc, à travers cette société FinTech School, j'ai été introduit par le fondateur de FinTech School à Cornell. Et maintenant, j'enseigne à Cornell le Women Entrepreneurship, l'entrepreneuriat pour les femmes dans un grand programme. Un grand programme, Abdelrahman. On a commencé avec 20 000 femmes. C'est financé par la Bank of America. Par Bank of America et c'est gratuit pour les étudiantes, pour les participantes. On a commencé l'année dernière avec 20 000. Cette année, on a 50 000 participantes. Wow. Oui. Incroyable. Je me réjouis tellement. J'aime ce programme. Et j'enseigne chaque jour et j'apprends chaque jour avec mes étudiantes. Donc, j'enseigne digital marketing. Pourquoi est-ce que c'est orienté spécialement chez les femmes? Parce que Bank of America, comme une initiative de la communauté corporate citizenship, et comme un mouvement social. Maintenant, il y a beaucoup de ces initiatives et projets pour le Women Empowerment. L'empowerment de la femme. Et dans ce cadre de cette initiative par la Bank of America, ils ont réservé un budget
pour la promotion de l'enseignement de l'entrepreneuriat pour les femmes, pas seulement aux États-Unis, à travers le monde. Mais peut-être 70% sont américaines et 30% de l'Afrique. Et maintenant, il y a une grande population des 50 000 que j'ai dit, de latinas aux États-Unis. N'importe aussi qui peut... N'importe qui peut peut candidater. Oui, oui. D'accord. C'est ouvert à tout le monde. OK? Donc, en même temps, je fais de la promotion sur LinkedIn. Donc, j'ai eu beaucoup de contacts et je m'exprime. J'exprime mes réflexions, mes visions sur l'entrepreneuriat, sur l'impact. Moi, je suis fascinée par l'impact, pas toujours social, l'impact scientifique, l'impact technologique, l'impact social, l'impact de la gentillesse. Et en fait, j'avais une journée, une inspiration et j'ai coined un terme called appreciation economy. Tu connais la gig economy maintenant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont employées par Uber, par Lyft, DoorDash. Toutes ces plateformes ont donné des opportunités d'emploi pour les personnes qui ne veulent pas avoir un full-time job, un travail à plein temps. Donc, ils font des choses comme ça. Donc, maintenant, il y a une population très importante dans le monde qui vit sur les gig economy. Et donc, c'est des entrepreneurs. Et pour moi, tout le monde fait des reviews, les 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles. OK? Donc, moi, ce que je pense, c'est que chacun de nous doit apprécier l'autre. Parce que l'autre aussi va nous apprécier et on va tous élever, nous tous, parce que nous tous, on a besoin de clients qui sont satisfaits et on doit aussi faire des reconnaissances pour nos fournisseurs de services et de produits. Donc, on doit apprécier. Apprécier, c'est mutuel. C'est mutuel. Ça doit être mutuel. Comme ça, c'est positif. C'est positif. Oui. Donc, je vais revenir j'exprime mes idées et tout ça. Donc, ça m'apporte des... Oui. Juste, pardon, parce que je suis super intéressé je suis fasciné par l'enseignement et tout ça. Et du coup, je voulais savoir, quand tu as postulé à la première université, celle qui t'a ouvert les portes des autres universités plus tard, c'est toi, tu as postulé pour un rôle particulier ou tu as juste transmis ton CV? Comment ça se passe quand on est un professionnel et qu'on veut donner quelques cours par semaine ou par mois dans une université? Si la personne a des centres d'intérêt spécifiques, c'est bien de les mentionner dans la lettre de motivation. Et présenter le CV. Ça vous donne, ça donne des chances d'avoir les centres d'intérêt spécifiques. Mais aussi, ce n'est pas une garantie. Parce qu'ils vont voir les CV et basés sur leurs besoins, ils vont appeler pour quelque chose. Par exemple, moi, peut-être par chance, j'avais cette spécialisation très profonde en finance et aussi je travaille avec les startups comme advisor. Donc, ils ont vu cette intersection entre la technologie et la finance, donc c'est de la fintech. Et ils ont une demande très importante de la formation en fintech, donc ils m'ont contacté pour dire qu'on a un cours sur lancer des ventures, lancer des startups en fintech. C'est ce que j'enseigne. Et en fait, j'ai développé le cours moi-même et je l'enseigne maintenant. C'est super. Et ça fait 3 ans maintenant. Quand j'ai fait le même cours et j'ai fait des amitiés incroyables avec mes étudiants parce que mes étudiants, c'est des professionnels, c'est seniors en banque et en fintech, dans des sociétés de fintech. Oui, c'est fascinant. C'est fascinant le parcours de l'entreprise à l'enseignement. C'est incroyable. Une chose que je voudrais souligner ici, l'enseignement a évolué. Tellement. Donc, mes meilleurs enseignants, c'est Elon Musk, c'est Steve Jobs, c'est Jeff Bezos, c'est Andrew Ng en machine learning, c'est what's his name?
I'm sorry, I forgot. He's a German. Il est allemand. Il a créé il a inventé les voitures volantes. Et j'ai oublié Je vois son pas c'est qui. Thrun, Alexander Thrun. Ok, D'accord. c'est lui le fondateur de Udacity. OK? Ok. Oh, c'est très important cette jonction. Alexander Thrun, c'est le fondateur de Udacity, qui est une université pour les data science online. Et Coursera, le fondateur, Oh. c'est Andrew Ng, qui Oui. est le fondateur de machine learning, Google Brain et Baidu Brain. Machine Oui. learning. Donc, moi, mon point ici, c'est que l'enseignement et l'invention, c'est mitoyen, c'est parallèle. C'est parallèle et c'est fusion. Ils fusionnent. Les meilleurs enseignants, c'est les meilleurs professionnels. Oui. Fascinant. Ok. OK. Donc là, tu es toujours enseignante actuellement. Hein. Oui. Ok. Et tu fais ça en parallèle de tes autres activités. Je te laisse continuer, du coup, on arrive à la fin du parcours là. OK. Oui. Moi, je suis toujours enseignante. Je prends beaucoup de plaisir à enseigner et à faire du mentoring pour les jeunes, Oui. pour tout le monde. En fait, mes étudiants, c'est de 20 ans à 80 ans. Il n'y a, Oui. pas d'âge, il n'y a pas de tout le monde. Et il y a même des jeunes qui sont fascinés par la technologie start-up. Ils peuvent venir même avant 20 ans. C'est pas un problème. Pour nous, c'est un espace d'échange intellectuel. OK? Donc, maintenant, on tourne notre attention au côté start-up. OK? Oui. Je vais te parler de Araz. Oui. Okay? Araz est initié par et fondé par Khurram Agha. C'est un Pakistanais musulman qui réside à Washington. Il a été, il est diplômé de McGill et il a travaillé avec Microsoft pendant 17 ans, avec Oracle pendant 2 ans. Il a été software engineer tout son parcours aussi. Il a fait un MBA à Wharton. Durant sa vie, il n'a pas voulu le riba. Lorsqu'il a fait des investissements, il a toujours regardé des états financiers. Il a enlevé les montants qui viennent de l'intérêt et tout ça pour purifier ses investissements et qu'il est content, satisfait qu'ils sont halal. Oui. J'étais en contact avec Khurram à travers le fondateur de FinTech School, en fait. Donc, mon message ici, écosystème. Il faut toujours bâtir des écosystèmes. Une personne toujours te présente à quelqu'un d'autre et les choses se passent. Le network. Oui. Le network. Et pas seulement un network arbitraire, un network qui parle de la personne, des intérêts, des passions, comme ça, c'est bénéficiant. Pas juste, il faut bien étudier et bien naturel, comme une goutte de huile. Il vient sur le papier et il s'allonge. Et comme ça, c'est bénéficiant. C'est bénéficiant parce que ça se passe naturellement. Et une fois, tu connais quelqu'un qui connaît tes patients, après, il te présente à quelqu'un d'autre et les choses se passent. Donc, j'étais introduite à Khurram en janvier, je pense, et on a parlé de son... il a appris que je suis musulmane, je travaille sur la fintech et je suis purement financière. Khurram a gardé mon profil sur LinkedIn et après quelques mois, il travaille sur la solution technique comme un ingénieur. Il m'a contacté, il a dit, est-ce que tu es intéressé par me joindre dans cette start-up comme conseiller? Je sais que tu fais du conseil, de la stratégie, finance et fintech, et c'est ce que je fais. Ce qu'il veut faire, c'est un robot advisor halal, compliant, sharia compliant, en ligne avec les lois de la sharia. Juste pour expliquer les termes, un robot advisor, donc un robot conseiller. Un robot conseiller, ça consiste à nous aider dans nos investissements et à faire les investissements à notre place, en fait. Oui, c'est comme un conseiller financier en personne, comme un humain, mais c'est basé sur les algorithmes.
Il y a une team, il y a une équipe de l'investissement, des professionnels de l'investissement qui conçoit les stratégies d'investissement. Qui définissent les règles. C'est quoi? Utilise les règles, la diversification, le modern theory, l'analyse fondamentale, fundamental analysis, le top-down, le bottom-up analysis, tout ce qu'il faut. Moi, je parle d'Agaz, c'est ce qu'on fait. On fait de l'analyse très profonde en termes d'investissement. On suit les secteurs économiques et tout ça, et on les traduit dans nos stratégies d'investissement. Le client vient, il s'inscrit à notre application et basé sur le questionnaire et de son âge, de l'horizon d'investissement, son revenu, ses rentrées et ses assets. Ce qu'il a, ses actifs et ses objectifs. On détermine quelle stratégie on va appliquer pour lui ou elle pour qu'ils arrivent à réaliser des retours sur investissement. En fait, il y a une particularité de Agaz que je vais expliquer plus tard. On est très centré sur l'investissement par projet. Donc, si la personne veut une voiture dans 2 ans, on fait la stratégie de 2 ans. Si la personne veut du Hajj dans 5 ans, on fait la stratégie de 5 ans pour le montant. Et il y a le montant initial et il y a les récurrents, les transferts récurrents, et il y a la stratégie de l'investissement qui fait croître le montant de l'investissement qui est investi dans l'objectif particulier. Okay? Donc, Khouram, à Agaz, l'objectif, c'est de créer pour le monde une application aux États-Unis destinée aux musulmans américains qui cherchent à faire des investissements, mais ils veulent que ces investissements soient halal, soient en ligne avec la charia, et que leur conscience soit en paix. Parce que il y a beaucoup de personnes, naturellement, on a tous besoin d'acheter une voiture, d'acheter une maison, de financer l'université ou l'éducation de nos enfants. Mais les musulmans trouvent eux-mêmes dans une position de conflit avec leurs croyances, avec le riba, parce que les banques ne connaissent pas ce principe. Et ils n'ont pas conçu des solutions pour ce dilemme, comment comme adab damir. Donc c'est une struggle, like ils ont toujours lutte toujours se demander est-ce que c'est haram, donc ils prennent souvent les gens ce qu'ils font, c'est soit qu'ils font pas d'investissement parce qu'ils veulent pas, du coup parce qu'il n'y a pas de solution, ou bien ils font des concessions, ils ferment un œil, ils font quand même l'investissement en dépit du fait que ce soit pas très halal. Oui, ça dépend des personnes. Si la personne, il y a des gens stricts qui sont restés. En fait, si on regarde les statistiques, aux États-Unis, les musulmans, le taux de propriété est moins élevé que le standard, la moyenne des Américains. Et la raison, c'est ça. Chez les musulmans. Ce conflit pardon? Chez les musulmans, tu parles. Oui. Chez les musulmans américains, le taux de propriété, je garde pas on a les statistiques, mais c'est largement moins que la moyenne des gens qui ont des maisons par crédit aux États-Unis. Et si on analyse de près, la raison, c'est le riba. Donc, ils continuent à louer des propriétés jusqu'à ce qu'ils collectent la somme. Et la somme est très, très importante. Donc, ça fait des années et des années qu'ils épargnent. Et même l'épargne, il y a aussi le conflit. Si on épargne pour la maison, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on garde à la maison? Ce n'est pas une bonne idée. Pour plusieurs raisons. L'inflation, la sécurité, le tout. Donc, il y a beaucoup de faiblesses. C'était une question que je voulais demander justement. C'est quoi la différence entre une personne qui met de côté pour acheter
payer son hajj ou payer sa voiture ou sa maison. Et pourquoi c'est pas avantageux par rapport à quelqu'un qui investit? Quelqu'un qui investit, il y a la stratégie d'investissement. Donc, si on applique l'historique de retour sur investissement dans le S&P 500, qui est l'index des sociétés les plus larges en termes de capitalisation aux États-Unis, il a réalisé entre 10 et 15% dans les 20 dernières années, les 30 dernières années, comme une moyenne par an. Okay? Oui. Donc, si la personne, et l'inflation était entre 2 et 3% chaque année. Oui. Donc, si la personne garde cet argent chez lui, l'inflation diminue la valeur de l'argent chaque jour par le montant de les 3 ou 2%, et il rate l'opportunité que l'argent croît et génère du rendement sur l'investissement qui est les 10 ou 12 ou 8, ça dépend de la stratégie. Donc, il y a double perte. Il y a on l'appelle en anglais opportunity cost. Il y a le coût de l'opportunité. La différence entre le gain et la perte, il est très élevé finalement. Oui, et il y a un principe de la finance en général, il ne faut jamais geler l'argent. Geler l'argent, c'est une perte toujours. Parce que l'argent, et on va toucher au sujet de halal et de l'islam et les principes derrière le riba. L'argent, c'est une expression de la valeur. Du stockage de la valeur et du transfert de la valeur. Si l'argent reste immobile dans un endroit, c'est une perte pour toute la société parce qu'il ne circule pas. L'argent, c'est sadaqa jariya. Il doit circuler. Cette circulation crée de la richesse et crée de la valeur et crée de la vie entre les gens. D'ailleurs, ça a été un gros problème pendant le Covid parce que justement, il y avait des chiffres comme quoi il y avait des milliards d'euros qui étaient stockés chez les comptes en banque des personnes parce qu'ils avaient peur de dépenser à cause de la crise. Et ça, c'est pas bon pour l'économie. Non, c'est pas bon pour c'est vrai qu'il y a des règles de consommation et d'investissement et de production qui doivent être en ligne avec le bien en général, pas spécialement la religion, mais pour partager et circuler le bien entre l'humanité. Du coup, que ce principe est respecté, l'argent doit circuler. Ou toute expression de valeur. En fait, il y a le Bitcoin aussi qui est maintenant compétitif, qui est concurrence, l'argent, mais le principe est le même. C'est le stockage et la circulation de la valeur et la préservation de la valeur. OK? D'accord. OK, je reviens, j'oublie où on était. Je ne sais plus non plus. Mais juste pour revenir une dernière fois, du coup, c'était intéressant de savoir parce que je pense que les gens, peut-être aux États-Unis, sont un peu plus conscients de ces choses-là. En France, beaucoup moins, je pense. En France, on a l'habitude justement vu que les Maghrébins, enfin, la communauté musulmane est issue du Maghreb ou de l'Afrique en général, ils ont un peu lutté pour venir en France et ils n'ont pas été spécialement éduqués. Non seulement ils n'ont pas les outils en France, mais en plus, on n'est pas éduqué à la finance. C'est vrai que je pense que la plupart des personnes en France stockent son argent, en fait, ou bien ils n'utilisent pas des stratégies d'investissement, ils n'investissent pas leur argent. Et ils considèrent ça aussi comme, pour eux, c'est de l'inconnu, en fait, d'investir. Est-ce que vous avez ce problème-là aussi aux États-Unis? Non, je ne connais pas les sous-segments et les segments de tous les musulmans aux États-Unis, mais il y a des grandes différences entre les Maghrébins, les musulmans en France, en Europe, même si je ne suis pas expert dans ce sujet, et avec les musulmans en Amérique. D'abord, les flux de l'immigration sont différents un peu, et aussi l'histoire est différente, aussi l'adaptation et l'intégration des musulmans ici aux États-Unis est différente de la France. Une fois, j'ai écouté une sociologue parlant à la radio NPR, notre National Public Radio aux États-Unis, et il parle des jeunes français, des jeunes musulmans français. Et il a dit un mot où j'ai pleuré dans ma voiture. Il a dit, j'interroge les jeunes de 15 ans à 20 ans sur l'avenir et ils me disent, je n'ai pas d'espoir. Je parle de l'espoir et ils disent, je ne connais pas ce mot, je m'associe pas
avec ce mot. Je ne sais pas c'est quel groupe auquel il a parlé et tout ça, mais l'espoir, c'est fondamental pour les jeunes, pour tout le monde, et spécialement pour les jeunes. Donc, parlons, je vais revenir à l'argent, mais l'argent et l'investissement, c'est une traduction de notre vie. Okay? Donc, pour réfléchir à l'investissement, on doit avoir une vie assez stable, assez organisée. Donc, c'est une brique dans un mur. Okay? Oui. Et c'est une brique qui est nécessaire parce que ça complète le mur. Sans ça, le mur est moche. Mais ce n'est pas la plus principale. Donc, l'argent, en fait, à Arras, on a une phrase qu'on a construite. L'argent est très important du moment qu'il sert nos objectifs de croissance, de charité, de bien-être, de gentillesse et de partage avec la famille, avec la communauté, avec le monde. Du moment que cet argent sert ces objectifs, l'argent est magnifique. Donc, il y a cette relation très intime entre la qualité de vie, les objectifs de la vie, la vision, la mission, l'ordre, tout ça, lorsqu'on se réveille, et avec la façon dont on organise notre argent, on épargne, on investit pour que cet argent produit du revenu sur investissement, et qu'on a des milestones, on a l'étape 1, l'étape 2, et on va comme ça pour nous, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos familles, pour nos familles étendues, pour la communauté, la ville, le gouvernement, même pour les taxes et tout ça. Donc, tout est lié. Oui. Et, OK, donc, lorsque je vais revenir. Maintenant, j'ai trouvé le point où j'ai laissé. Khouram m'a demandé de venir pour être sa conseillère, et on a travaillé d'avril l'année dernière jusqu'à juillet. En juillet, on a eu l'accréditation de la FINRA, SEC, c'est une licence pour opérer comme une société d'investissement. Donc, c'était une grande étape ou une validation pour notre société qu'il est là et qu'elle a une licence pour c'est difficile à avoir une licence. Oui. Donc, on a la licence pour opérer aux États-Unis actuellement. Et on a commencé à merge, on fusionne. Le technique, lui, c'est un ingénieur et il a une grande équipe d'ingénieurs. On marie ça, la technologie, avec le quantitative finance. On a des personnes qui sont spécialisées en quantitative finance pour modeling, pour l'historique, le backtesting et tout ça. Il y a des personnes pour créer tous les modèles, les algorithmes d'investissement. Les algorithmes, oui. Et il y a les financiers qui étudient les fondamentaux, les sociétés, les secteurs, l'économie, tout ça. Il y a des sociétés qui font le screening, ils font la filtration des sociétés qui sont halal, qui ne sont pas. On a deux Sharia advisors, on a des conseillers en Sharia qui regardent notre portefeuille d'immobilier, de securities, les stocks et les soukouk. Nous, on utilise les soukouk, pas les bonds, pas les obligations. On utilise les soukouk et on utilise les REITs, c'est des outils financiers pour l'immobilier. On appelle ça l'équivalent des SCPI en France, on appelle ça. OK. Donc, ils n'ont pas beaucoup de leverage, zero leverage. Ils n'utilisent pas la dette dans leurs affaires, l'acquisition des biens immobiliers. Et on a les métaux précieux aussi. Donc, tout ça, on présente à nous deux conseillers en Sharia, et ils regardent ça et ils approuvent. Et après qu'ils approuvent, on utilise, on adopte. Et on adopte à travers des sociétés qui fournissent le brokerage,
les brokerage and dealership. Donc, on a Drive Wealth, il y a une société qui est notre partenaire pour les transactions, l'achat, la vente, tout ça. On travaille aussi avec Plaid, c'est une grande fintech qui fait la connexion entre les banques, des comptes en banque avec notre société pour faire les transferts récurrents. C'est automatique, c'est enregistré. Donc, le troisième jour de chaque mois, si la personne fait un programme, donc il y a un petit montant qui vient de leur compte à RAS pour l'investissement. Et il s'investit le même jour dans leur portefeuille et donc il commence à générer du retour. Donc, il y a beaucoup de technologie qui est utilisée en parallèle avec la finance et la religion. D'accord. Donc, du coup, ce que vous avez créé, c'est une interface. Comment est-ce que ça fonctionne? Les personnes se connectent sur l'interface, choisissent leurs objectifs. Oui. Choisissent les risques qu'ils sont capables de prendre. Vous leur posez des questions pour évaluer leur profil. Et, oui, on pose des questions, oui. Oui, d'accord. Et selon tout ça, en fait, automatiquement, à la fin, vous leur dites si c'est possible ou pas. Par exemple, si une personne veut un objectif trop difficile à atteindre dans la période de temps, vous lui dites il faut que c'est pas possible, il faut que vous donniez plus, ou etc. Vous les accompagnez. Oui. Oui, ça c'est aussi automatique. Nos algorithmes font les calculs. Et si la personne dit dans 5 ans, je voudrais 10 000 dollars et maintenant je veux déposer 200 et après je vais déposer chaque mois 50 dollars. Et l'algorithme fait le calcul et il leur dit les chances sont à 40%. Que vous allez atteindre cet objectif. Si vous voulez atteindre cet objectif à 100%, vous devez augmenter les 50 dollars à 150 dollars par mois, juste pour un exemple. Donc, si la personne est confortable avec les 40% de chance, on leur dit OK. Donc, mais ils savent déjà que au fur et à mesure que le temps se passe, l'algorithme donne des notifications aux personnes pour dire vous avez atteint 50% de votre objectif, il reste un an et pour augmenter les chances à 100%, il faut faire ce genre de changement pour les transferts récurrents ou quelque chose comme ça. Donc, il y a un accompagnement par nos algorithmes qui sont établis par nous comme personnes dans le backstage. D'accord. Et la personne peut avoir plusieurs objectifs en parallèle? Oui, de 10 jusqu'à 10 au maximum à ce moment-là dans l'application. D'accord, c'est fascinant. C'est fascinant. Donc, selon le niveau de la personne, il peut rajouter des objectifs, peut-être modifier un objectif s'il change d'objectif et gérer plusieurs choses à la fois, l'investissement d'une voiture dans 1 an, ou une maison, ou le hedge, comme tu as dit. C'est fascinant. Une autre chose est que si tu connais Robinhood a fait le trading, pas l'investissement. Nous, on est des conseillers par algorithme. Mais Robinhood, il fait juste le trading. La personne se présente, il sign, il devient membre et après, il achète et il vend des stocks. Il parle de démocratisation de l'investissement dans la société américaine. Pour nous aussi, on espère qu'on va démocratiser l'investissement parmi les musulmans aux États-Unis. En fait, pas seulement les musulmans, on a des aspirations plus grandes dans le domaine des valeurs en général, pas seulement l'islamique, mais pour les musulmans, l'accès à nos comptes, c'est à partir de 1 000 dollars dans tous les objectifs. Les 10 objectifs, 1 000 dollars. C'est pas beaucoup. Et c'est à travers le temps, pas le premier jour où ils rejoignent la plateforme. Ils peuvent mettre à travers une certaine période, ils arrivent à ce montant de 1 000 dollars par investisseur. Donc, c'est pas un montant prohibitif. Est-ce que tu peux faire une comparaison du temps gagné qu'il peut y avoir entre une personne qui investit et qui n'investit pas sur un truc sur le long terme, par exemple? Une personne qui met de côté pendant 10 ans et une personne qui investit au lieu de mettre de côté pendant 10 ans, est-ce qu'il va mettre peut-être 9 ans avant d'avoir sa somme? Plus ou moins, il va gagner un temps conséquent?
D'abord, je dois faire du disclaimer, donc je ne peux pas faire des promesses sur Bien les sûr, chiffres que je vais bien sûr. citer, mais c'est juste à titre d'exemple pour illustrer. Mhm. Si la personne investit dans une stratégie qui produit 10% en moyenne pendant 10 ans, disons, donc les investissements à long terme produisent plus que les investissements à court terme. Donc, Ouais. disons, on compound, c'est multiplicateur parce que si la Composé. personne investit en composé, oui. Ouais. Si la personne investit $100 aujourd'hui, l'année prochaine, elle a 110 et l'année d'après 121 et l'année Ouais. d'après 132. Donc, c'est multiplicateur, c'est Oui. composé parce que Oui. chaque fois, la base de calcul de ces 10%, c'est la dernière année, c'est la balance de la Mhm. dernière année. Donc, le gain, je ne peux pas dire précisément ce qui est, mais peut-être un gain de 30 ou 35% du temps. Et Wow. ça devient plus important Mhm. au fur et à mesure que la période est longue. Donc, si une personne fait des épargnes et des investissements pour la retraite, disons dans 30 ans, si il commence à l'âge de 20 ans, Mhm. il peut avoir besoin de 50% des transferts récurrents investis par lui ou elle, comparé si elle commence à l'âge de 30 ans. Parce que Oui. commencer tôt donne l'effet multiplicateur du temps. Donc, il y a Oui. une notion très importante dans la finance, et c'est time value of money, la Mhm. valeur de l'argent à travers le temps. Et l'argent qui est investi dans le jeune âge de la personne produit beaucoup, beaucoup de retours dans le vieillage. Donc, Mhm. cette période de 30 ans ou 4 ans ou 40 ans, il produit énormément, énormément. Mhm. Donc, si on fait les calculs, l'exponentiel de 10% sur 40 ans, c'est faramineux. C'est Oui. beaucoup. Oui. Donc, le meilleur conseil qu'on peut donner dans la finance, c'est de commencer tôt à faire des Oui. investissements et à épargner. Et sur le long terme, ça, en général, ça réduit le risque parce que en moyenne, ça, c'est peut-être 10%, peut-être, on va dire, on peut prendre ce chiffre-là. En moyenne, ça peut être 10%, mais il y a des années où ça peut être moins, des années où ça peut être plus. Et au final, ça s'average. Donc, Oui, ça, ouais, oui, ça se moyenne, ça se oui. moyenne. À travers Hmm. le temps, il y a le smoothing. Et ça devient Lissage, le plus lissage. lissage, oui, le Hmm. lissage. Oui. Et aussi, il y a la personne qui a 30 ans, même si la crise arrive, ils ne doivent pas être dérangés parce qu'ils ne sont pas excitants. Ils ne veulent pas vendre. Donc, la crise va se passer et ils regardent leur compte devenir moins, mais ce n'est pas très alarmant parce qu'ils ne vont pas euh, 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 vendre leur portefeuille aujourd'hui. Ils peuvent attendre, ils ont la flexibilité du temps. Donc, Hmm. ils attendent jusqu'à ce que la période pour les conditions du marché sont meilleures et donc ils peuvent vendre à ce moment-là. Et il y a cette Hmm. flexibilité. Oui, d'accord. Ok, très bien. C'est assez impressionnant. Et je pense que le marché de la halal fintech, vraiment, ces dernières années, on peut le voir, hein, il est en explosion un peu partout. Et toutes les solutions qui sont proposées, les robots advisors, que ce soit même des conseillers, même les conseillers en gestion de patrimoine, il y en a de plus en plus. Goal oriented, donc objectifs, les Ouais. objectifs d'investissement, comme ce que vous proposez, ça c'est vraiment l'étape d'après, je pense. C'est vraiment le futur. Parce que clairement, c'est en fait, quand on va voir un conseiller en gestion de patrimoine, par exemple, c'est ce que le conseiller va faire. En fait, il va nous demander pourquoi est-ce que vous investissez, quels sont vos objectifs. Et le fait de proposer des plateformes qui permettent de faire ça automatiquement, c'est encore plus facile. Et j'imagine que ça réduit aussi beaucoup les frais, vu que c'est automatisé. Oui, ça réduit, oui, les frais sont très, très, très bas comparé à un conseiller financier comme personne ou comme les traditionnels, les boîtes traditionnelles. Donc, si on compare les commissions ou les honoraires, c'est moins, c'est nettement, nettement moins. Aussi, je voudrais toucher un point tu as cité Halal, FinTech et Islamic Mhm. FinTech. Il y a une comparaison que j'ai faite, c'est qu'il y a 1,7 milliard
de musulmans à travers le monde. Et il y a 1,7 milliard de personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Et si tu suis les médias et la presse, il y a beaucoup de bruit autour de unbanked, les personnes qui n'ont pas de compte bancaire et qui ont besoin des comptes bancaires. Et la FinTech a facilité ça. Parce qu'ils peuvent maintenant avoir leur banque sur leur mobile, leur téléphone portable. Donc, c'est une grande transformation que la FinTech a apportée, c'est cette inclusion des gens qui n'étaient pas bancarisés avant. Pour l'Islamic FinTech, bien sûr, les musulmans avaient des comptes bancaires, mais c'était inadéquatement servi. Et maintenant, l'Islamic FinTech est là pour adresser cette question d'inadéquation et d'aligner la croyance, les valeurs et les principes des musulmans en ligne avec les principes de l'investissement en général. Nous, à Arès, on croit qu'il ne faut pas faire du sacrifice pour le retour sur investissement, pour être compliance, pour être en adéquation avec les valeurs de sa croyance ou sa religion. Un musulman doit avoir la possibilité et le droit de faire des retours sur investissement similaires et comparables à tout autre investisseurs dans l'industrie standard, aussi être en ligne. Et maintenant, la technologie facilite ça. C'est très possible avec la technologie. C'est une question intéressante que j'ai oublié de poser d'ailleurs, merci de me le rappeler. Mais en comparaison avec les plateformes non halal, communes, classiques, est-ce que vous avez pu voir des différences de performance ou en fait, il y a des études. Pour nous, on a fait notre analyse a fait que des 500 corporations que j'ai citées, les plus grandes sociétés des États-Unis, S&P 500, on a analysé l'univers et on a identifié 197 sociétés qui sont halal. Ces 197 sociétés, on les a testées sur le modeling, backtesting, sur le retour. Le profit, et le retour sur investissement et la performance est meilleure, nettement meilleure. Je n'ai pas les chiffres, mais les chiffres sont largement meilleurs que les 500. D'un côté, le leverage, les dettes et tout ça, en période de crise, ce n'est pas avantageux. Donc, les sociétés qui s'endettent beaucoup dans les situations difficiles comme la crise internationale en 2008 ou même durant Covid, ils n'ont pas de moyens pour payer les obligations. Les obligations et le service de la dette, ça devient un problème parce que les obligations ne peuvent pas attendre. Ils n'ont pas assez de d'argent pour payer ça. Donc, ça devient c'est de la pression et ça ça impacte la performance des stocks, la valeur des stocks. Un autre fléau, un autre phénomène très super que j'adore est le mouvement vers la planète, la clean energy, clean industries en général, les énergies vertes et les industries vertes, aussi le mouvement social de l'égalité des femmes, les opportunités pour la femme, les opportunités pour les Noirs, comme ici, il y a le Black Lives Matter, il y a Black Entrepreneurship, il y a les minorités, il y a beaucoup de fonds qui maintenant sont créés pour le financement des startups initiés par les minorités aux États-Unis, les Black, Brown, les musulmans, les latinos, plusieurs groupes minoritaires. Il y a l'impact, il y a maintenant des sociétés qui cherchent l'impact pour l'humanité. Il y a comme Tesla, comme SpaceX, comme Google, c'est des visions. Et
Ces sociétés-là, comme Apple, si on analyse ces sociétés, ils ont beaucoup de cash. Ils n'ont pas d'endettement comme ça. Donc, si on voit cette race, cette nouvelle race de sociétés, ils sont les plus performantes et ils sont en ligne avec ces valeurs sociétales et planétaires. Aussi, ils sont Sharia compliant. Oui. Donc, c'est fascinant. Et le plus qu'il y a des sociétés comme ça, le plus on est servi parce que notre univers d'investissement s'agrandit. Si on a maintenant aujourd'hui 197, peut-être dans 2 ans ou 3 ans, on aura 250. Parce qu'il y a beaucoup. Maintenant, toutes les sociétés d'automotive, ils vont vers l'électrique et vers le hydrogen cell energy. C'est clean. Donc, tous ces mouvements vont faire, et j'espère que plus de sociétés vont être encore compliant avec la charia. Oui, c'est vrai que je suis aussi pas mal ce genre de choses et c'est vrai qu'il y a une grosse vague en ce moment sur l'ESG. C'est l'Environmental, Social and Corporate Finance, donc en français, critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Gouvernance, oui. Qui permettent de mesurer l'impact, la durabilité, l'investissement dans une société. Et c'est hyper intéressant. Je te laisse répondre. Oui, j'ai voulu souligner ESG. ESG is Environment, Social and Governance. C'est l'environnement social et la gouvernance. Maintenant, $1 sur 3 de tous les fonds qui sont investis dans le monde et sont dédiés à ESG. Et maintenant, il y a des mouvements internationaux dans l'investissement pour avoir des money managers qui sont dédiés à ESG. Parce que le client, les investisseurs demandent ça. Et ça a créé un terme qui est le stakeholder capitalism. C'est le capitalisme des stakeholders, des porteurs d'enjeux. Les propriétaires d'enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la société doit servir non seulement les actionnaires, mais aussi les employés, les clients, les citoyens de la communauté où ils opèrent, les activistes, tout ça. Ils doivent répondre à la demande de tous ces stakeholders. Et il y a une demande très pressante par les investisseurs pour que les sociétés opèrent dans les énergies propres, dans le social, dans beaucoup de topics, de thèmes, beaucoup de thèmes. Donc de domaine et ça oblige maintenant les compagnies de faire des efforts et d'améliorer leurs actions, leurs activités autour de ces demandes. Super intéressant. Écoute, Khadija, merci d'avoir. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur Araz ou bien sur le Halal FinTech en général. Pour Araz, nous avons cette énergie incroyable pour confirmer que l'islamique en FinTech peut être excellent. Donc, notre vision, c'est qu'on démontre que une FinTech qui est dédiée à Islamic Investing, Halal Investing, peut être aussi excellente que n'importe quelle autre FinTech. Donc, c'est ça notre position. On fait pas de la concurrence ou de la comparaison avec les sociétés qui sont dans notre créneau spécifiquement, mais tous les opérateurs dans le robot advisory. Aussi, on veut introduire le behavioral, c'est autour de la culture, le cultural fit, religious fit. Donc, on veut fusionner, comme j'ai dit, on fusionne la technologie avec la finance et le quantitative et la religion. On veut aussi introduire l'aspect humain et l'aspect psychologique et comportemental
Ça va être très fascinant. Donc, c'est une dimension de l'intelligence artificielle et de l'utilisation de la technologie dans le mot, c'est human tech. On veut enabler la technologie pour être humaine et activer. Et pour oui, donc notre position est autour de Human Tech, la technologie humanitaire, et on veut que la technologie avance et sert plus intimement les besoins des humains en termes de culture, de religion, de valeurs et toutes ces choses qui sont purement et intimement humaines. Excellent. Je te remercie, Khadija. Alors, actuellement, vous avez une licence seulement aux États-Unis. Malheureusement pour les Européens, je sais que… En fait, non. Je voudrais aussi dire qu'on a une fonction qui est le screening des stocks. Par exemple, si tu viens aujourd'hui et tu rentres dans notre application et tu mets Amazon, tu peux voir si c'est halal ou non. Donc, on voudrait bien que on permet à tout le monde de rentrer les sociétés de leur choix et de pouvoir voir s'ils sont halal ou pas comme service. C'est une idée. Donc, on veut bien qu'on touche plus que les États-Unis de point de vue service comme ça pour le screening, la filtration des sociétés, s'ils sont halal ou pas. Aussi pour la financial literacy, pour l'éducation financière. D'accord. Ça, c'est des choses en construction encore. Oui, c'est un projet. Mais très pour l'investissement, c'est juste les États-Unis. Très bien. Très bien. J'espère que ça donnera des idées en France pour le développement de structures, ou bien vous allez peut-être vous étendre si ça marche bien aux États-Unis, si vous vous développez assez vite, peut-être en Europe. Bon, je ne pense pas que la France, ça sera votre premier marché, peut-être les UK, peut-être l'Angleterre plus tard. Peut-être, oui. On parle avec beaucoup de partenaires actuellement et on sera ravis s'il y a des partenaires en France qui veulent collaborer avec nous. Donc, on ne peut pas tout faire nous seuls. Donc, on est ouvert à toutes les propositions. On est déjà en entretien avec beaucoup de régions comme le Moyen-Orient, l'Asie et la Grande-Bretagne avec des partenaires. Juste des discussions, pas de choses formelles. Mais on sera toujours ravis d'étendre nos connexions et d'avoir des collaborations dans d'autres pays. Très bien. Alors, je voulais revenir sur des points revenir sur des conseils que tu peux donner par rapport à ta carrière. Déjà, au début, quand tu es parti aux États-Unis, pourquoi les États-Unis à cette époque-là? Est-ce que ce n'était pas plutôt à l'époque la France où les gens partaient le plus? Est-ce que tu n'étais pas un cas à part à cette époque-là? Oui, peut-être. D'abord, tu m'as posé une question, est-ce que c'est naturel ou c'est acquis? Naturellement, j'adore mes choix personnels. Je suis de type, j'aime individual thinking. Donc, les pensées individuelles. Je forme mes réflexions, mes positions avec les gens. Mais ce n'est pas nécessairement l'opinion du groupe ou ce qui est conventionnel ou ce qui est facile et accessible. J'adore le challenge et je vois l'opportunité dans quelque chose qui n'est pas très courant. D'abord, c'est pour ça que je fais l'investissement, parce que l'investissement, c'est de voir quelque chose que ce n'est pas tout le monde qui l'a vu. C'est de détecter les opportunités du marché et d'être précurseur à les détecter. Donc, une chose que j'ai développée lorsque j'ai fait mes études à l'ISCAE, c'est qu'il y a beaucoup de Français, mais les ouvrages que j'ai aimés le plus, c'était les ouvrages en anglais. C'est une chose. Autre chose, les cas qu'on a étudiés, c'était les cas de sociétés américaines. Et aussi les revues, il y a des revues que nous avons à l'époque, elles sont traduites des magazines ou des revues américaines et ils sont donnés à nous en français. Et je me demande toujours pourquoi tout l'essence du contenu que j'adore, qui make sense, qui clique avec moi, que je trouve que c'est logique et c'est fascinant et c'est futuriste.
c'était les choses qui viennent des États-Unis. Hmm. Aussi, les États-Unis, c'est l'exemple pour le monde, pour l'entrepreneuriat. À l'époque et aussi maintenant, avec quelques différences. Maintenant, c'est un peu différent. Maintenant, je, je change de conviction que l'entrepreneuriat est universel et planétaire maintenant. Oui, Tout le ça monde a peut évolué faire aussi. quelque chose de fascinant. Oui, même la fintech, je pense que l'Asie est très, très avancée. Très Oui, avancé. Même maintenant, parlant de effectivement. l'intelligence artificielle, je pense que l'Asie est avancée. Donc, Hmm. et c'est bien. Moi, j'aime bien que toutes les régions du monde concurrencent et collaborent. C'est de la concurrence, mais c'est aussi de la collaboration. Donc, en français, en anglais, c'est competition. Hmm. C'est les deux mots, coopération et compétition. Les deux. Hmm. Donc, pour moi, c'est mieux maintenant parce que c'est pas Hmm. concentré. Et il y a beaucoup Oui, de régions du monde qui sont devenues hubs pour oui. plusieurs choses. Là, à l'époque, je voyais les États-Unis comme un pionnier de l'innovation et de l'entrepreneuriat et du business. Donc, j'ai voulu venir ici pour explorer c'est quoi qui a fait cette culture et cette vie, cette énergie, et que des gens émergent comme des leaders dans leur domaine de management ou de créer des sociétés qui ont des produits très innovateurs. À l'époque, on a McDonald's à Casablanca, c'était le premier. J'ai adoré parce que j'étais jeune et que c'est standardisé. Maintenant, je n'aime pas, mais à l'époque, j'adorais le concept, la propreté, les couleurs, tout, les processus et tout ça. Hmm. C'est pour cela que j'ai eu j'étais jeune. Donc, et ça apparaît très bright, brillant. Les choses Hmm. apparaissent différemment quand on est jeune. C'est pour cela que c'est très important de guider les jeunes bien et avec Oui. beaucoup d'honnêteté et de passion. Comme ça, ils sont bien orientés. L'orientation des Hmm. jeunes, c'est très important parce que les jeunes, c'est notre futur. C'est notre futur. Lorsque Hmm. j'ai 80 ans, le jeune aujourd'hui qui a 10 ans ou je ne sais quoi, il va être le jeune, le leader. 30 ans ou Hmm. 40 ans. Et la vie, si ce jeune est bien orienté, est bien comme personne et comme professionnel et comme leader, donc la vie, la société sera meilleure. Et on veut orienter des jeunes qui vont devenir mieux que nous. Oui, Mieux que nous. C'est comme ça que nous allons savoir qu'on a fait notre travail comme il faut. oui, oui. Et du coup, pour partir aux États-Unis, ça, entre vouloir partir et partir, il y a un- Il y a une c'est, grande volonté. Il y a oui. une grande volonté. Tu sais, Abdelrahman, j'ai pas eu d'argent, non? Juste un projet Mhm. dans ma tête. Et c'est fascinant. Je vais te dire l'histoire de venir aux États-Unis. J'étais en quatrième année de l'ISCA, c'est la dernière année, et on a eu une conférence où Mhm. deux personnes américaines, directeurs à USAID, Mhm. USAID, l'organisation non-profit, était basée à Casablanca. Ils aident les agriculteurs et les exportateurs marocains à exporter les produits agricoles aux pays non francophones. Mhm. Et sa présentation était que vous, les jeunes, vous devez apprendre d'autres langues autres que le français, parce qu'avec le français, vous êtes bloqués sur les pays francophones. Et maintenant, vous savez, il y a beaucoup de friction entre le Maroc et la France, l'Europe. Il y a les tomates qui sont jetées, il y a le quota, il y a beaucoup Donc, vous devez élargir vos horizons de marché pour l'export, vos horizons de collaboration en affaires en général. Et il y a l'Amérique et il y a l'Asie. Et ces deux continents ont besoin d'un anglais fort et confortable et aussi l'apprentissage de la culture, des normes de business, tout ça. Et ça résonnait avec moi. Oui. J'ai aimé. À la fin de la présentation, je me suis présentée à lui et je demandais sa carte de visite.
J'ai pris la carte de visite. Après une semaine, je lui ai téléphoné et j'ai dit, est-ce que je peux vous voir dans votre bureau? Il a dit, OK. Je me suis présentée et j'ai dit, j'ai assisté à votre présentation. Et j'ai aimé. Est-ce que je peux travailler avec vous ici, avec l'USAID, ou est-ce que vous avez des conseils pour moi? Il a dit, et en fait, il a aimé notre échange et il a concerté avec ses supérieurs et il est revenu pour me dire, désolé, on n'a pas assez de budget pour rajouter une autre personne. On est 3 personnes, mais c'est des experts qui sont bien payés, mais maintenant, on n'a pas de budget pour recruter. Et j'ai dit OK, mais dans la discussion, il m'a dit, tu sais, si tu es intéressé, il y a le Fulbright. And le mot Fulbright, il a sonné. Avec moi, c'est full. It's not, lorsque j'ai vérifié, c'est pas full avec F-U-L-L, c'est juste F-U-L and bright like brillant. Mais j'ai fait de la recherche, j'ai trouvé que c'est le nom de quelqu'un qui a initié et qui a conçu ce programme international de bourse. Oui. Mais pour moi, et ça m'a donné l'idée, plein de brillance. J'ai aimé. Fulbright. Mais c'est pas le cas. Donc, lorsque j'ai fait la recherche, j'ai trouvé c'est un monsieur, son nom de famille, c'est Fulbright, et il était en armée et il a travaillé à travers beaucoup de pays et sa philosophie est que si on crée des bourses pour que les leaders de ces pays viennent aux États-Unis, faire des études et revenir à leur pays, ils vont être les ambassadeurs d'amitié entre les États-Unis et d'autres pays. Et ça, le Fulbright est toujours existant. Oui, il est toujours florissant maintenant. J'ai interviewé d'autres personnes qui sont passées par là d'ailleurs. Oui, et il m'a dit il faut travailler. J'avais 0 année d'expérience lorsque je l'ai rencontré. Et il m'a dit non, j'ai pris le téléphone du bureau de Fulbright à Rabat et je leur ai téléphoné. J'ai pris les conditions d'admission et c'est très fascinant. J'ai trouvé que je dois avoir 4 ans d'expérience professionnelle. Et j'avais 0. Donc, j'ai gardé la liste des conditions et j'ai fait mes entretiens avec les sociétés multinationales. J'étais acceptée à Shell, j'ai travaillé 4 ans à Shell. En même temps, j'ai fait les TOEFL, j'ai fait les GMAT, j'ai fait beaucoup plus de lecture, de préparation et j'ai préparé pour la candidature du Fulbright. Après 3 ans, j'ai présenté. Beaucoup de tests parce que j'étais pas très bien en anglais. Donc, j'ai fait plusieurs pour avoir le score que je voulais. Mais c'est arrivé avec de la persistance. Ça arrive. Tu peux faire tout avec de la persistance. C'est comme Edison. Il a fait des milliers d'expériences et ça a donné. Donc, j'ai fait plusieurs de TOEFL, plusieurs tests de GMAT. À la fin, j'ai eu le score qu'il demande comme minimum. C'était juste le minimum. Et je me présentais, j'ai déposé ma candidature et ils m'ont appelé pour l'entretien oral. J'étais là-bas avec 20 personnes en commission de sélection et ils m'ont demandé pourquoi tu as choisi Shell, pourquoi tu as choisi ce métier, c'est dur, c'est la route, c'est le field, c'est le terrain, et il n'y a que les hommes et c'est juste les carburants et les ports, les aéroports, les stations-service. Et j'ai dit j'aime bien, c'est ça. En fait, j'étais chanceuse. Et même les gens avec qui j'ai travaillé, ils étaient très supportive. Ils étaient très encourageants, très gentils, très promoteurs des femmes. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que je suis chanceuse, peut-être que ma personnalité crée la chance. Je ne sais pas. Donc, ça reste une question, mais comme j'ai dit, l'énergie positive se propage et donc ça revient et il fait du boomerang et revient.
À toi. Lorsque j'ai dit l'histoire, ils étaient très. Tout le monde c'est devenu très décontracté. Oui, Ils s'amusent avec moi. Ils me demandaient qu'est-ce qui se passe lorsque tu vas dans ce village. Donc, c'était très amical, la discussion que j'ai entretenue oui. avec eux. 20 personnes, hommes et femmes, beaucoup plus d'hommes. À la fin, le président de la commission est venu avec moi à la sortie et il m'a dit on a bien aimé la discussion avec toi et on va bientôt être en contact. Donc, à la sortie, je savais qu'ils vont m'appeler. Waouh, Et très bien. tu sais, Mhm. Abdelrahman, la concurrence, c'est les dossiers qui ont été déposés pour la compétition, c'est 10 000 personnes. Et combien de Waouh, personnes ont été choisies? C'est 9. 9 parmi waouh, 10 000. Oui, incroyable. c'est incroyable. Au Maroc ou Il faut de dans le la, monde? il C'était au faut de la Maroc croyance. seulement. Non, au Maroc seulement, Maroc Oui, seulement. Et ça se oui. passe à travers le monde. Mais c'est très sélectif. J'étais la première femme sur la liste, mais la troisième. La troisième, deux personnes, deux hommes ou deux jeunes hommes Dans le avant classement. moi dans la liste Hmm. d'emplacement et j'étais la troisième. Et j'étais très contente parce que les deux personnes, ils avaient une expérience internationale. Une personne était à Schlumberger, une autre personne était avant avec une société française et après il est devenu un directeur senior dans Waouh. un groupe marocain. Donc, Mhm. je les ai rencontrés après dans la soirée de gala, j'étais honorée parce qu'ils avaient des CV très solides. Hmm. Ouais, c'est une très belle histoire. Euh, Merci. Merci beaucoup pour ton partage. Est-ce- quels ont été les choix? Ça a été un choix clé de ta carrière. Quels ont été les autres choix clés dans ta carrière qui t'ont permis de progresser et d'avoir la carrière que tu as? Um, L'amour. J'aime quelque chose et je garde mon œil dessus. Je ne commence, like, I keep I keep my eye on the things that I like. Mhm. Je suis mon cœur. D'abord, je suis mon cœur. Mhm. Si j'ai commencé par les affaires parce que j'aime bien être une femme d'affaires, comme personne. Comme ça, je ne sais pas comment j'ai eu cette réflexion, mais j'aime bien être une femme d'affaires. Et après, lorsque j'ai découvert la finance, j'ai trouvé que j'aime la finance comme un domaine déjà difficile et technique et ça demande beaucoup d'analyse. Je trouve que mes réflexions sont appréciées et différentes dans les réunions et les échanges avec les gens. Et après, lorsque j'ai avancé, j'ai découvert que la stratégie est plus importante que juste la finance parce que la finance est affectée nettement avec la stratégie parce que si on fait des erreurs dans le marketing, ça se répercute sur la Oui. finance et donc il y a l'esprit de corps. Il y a une corrélation, une Mhm. connexion entre les départements dans une société. Et après, en fait, cette notion de femme d'affaires, maintenant, il a évolué. Il est devenu entrepreneur. Maintenant, Mhm. j'aime les initiateurs. Et je pense que mon affinité avec le leadership, en général, c'est ce qui m'a amené à l'administration des affaires, les finances, maintenant l'entrepreneuriat. J'adore créer, j'adore produire, j'adore échanger et sentir que je suis utile. Je pense Mhm. que c'est ça la racine. Parce qu'en psychologie, on ne sait pas qu'est-ce qui nous guide, qu'est-ce qui nous donne l'énergie de l'intérieur. Mais je pense pour juste prendre la structure, je crois la base, c'est que j'aime être utile et euh, contribuer. Donc, Oui. je le fais dans le cadre de mes aptitudes et mes connaissances, ma connaissance. Même pour l'entrepreneuriat, je suis fascinée par des créateurs qui ont. Donc, j'ai voulu partager avec toi mon admiration pour Elon Musk. Son histoire est fascinante parce que pour moi, ce n'est pas l'argent qui le motive, c'est plutôt l'impact. Et une Mhm. réflexion qu'il a eue lorsqu'il a
vendu, lorsque PayPal a été acheté par eBay, il a reçu quelque chose autour de 100 millions de dollars. Il a pris 70 millions de dollars et il l'a investi dans l'espace. C'est une aventure SpaceX. très risquée. SpaceX, OK? Et après, il a pris 20 millions et il l'a investi dans la voiture électrique pour la propreté de la planète. Et après, il a pris 10 millions et il l'a investi dans Solar Panels, Solar City, une autre société. Donc, deux sociétés dans la propreté de l'environnement et une société dont sa conviction ou son idée qu'un jour, l'humanité peut être à risque sur la Terre et il va avoir besoin d'une autre planète pour continuer l'humanité. Donc, pour lui, c'est une contribution à l'humanité. Comme ça, si un météore ou quelque chose arrive ou une guerre nucléaire, les gens auront l'option d'aller à Mars et d'habiter Mars. Donc, c'était ça son enfance comme imagination. Et aussi les jeux qu'il a fait tout ça. Mais à un moment donné, en 2008, il a failli risquer tous les 100 millions. Il a même habité chez des amis. En loyer, en location. Et il n'a regretté rien parce que l'objectif, c'était pas l'argent. Il était déjà millionnaire, mais il a investi dans sa vision. Et maintenant, il est l'homme le plus riche. En fait, moi, je m'y attendais 5 ans déjà parce que la façon dont il fait ces choses, il est convaincu et qu'il est individuel dans ses réflexions. L'argent, c'est l'effet secondaire. C'est pas l'effet, c'est pas l'objectif primaire. C'est pas le primaire. C'est une conséquence de son ambition et son désir de faire quelque chose pour l'humanité. Donc, c'est ça ma position. Il y a des gens qui n'aiment pas Elon Musk, mais c'est ma façon de dire que les orientations et les tendances, les initiatives qu'on prenne dans notre vie pour le succès, ça émane de quelque chose de plus profond. Oui, donc il ne faut pas se focaliser sur la carrière, il faut se focaliser sur ce que nous aimons faire et comment nous voulons voir nous-mêmes dans le miroir et être fiers de nous-mêmes. Parce que il s'agit pas des autres. Il s'agit de vous, mais quand la personne est honnête avec elle-même et quand elle génère une discussion avec elle-même, elle est fière. Elle dit oui, j'ai fait ça et c'était dur et j'ai fait ça et donc j'ai fait des efforts, c'était pas facile. J'ai détourné, j'ai adapté, donc c'est un self dialogue. Le dialogue avec soi-même doit être robuste, très fort et honnête. Oui, pour définir qu'est-ce qu'on veut vraiment et être conscient de c'est soi-même, son identité, ses vouloirs et tout ça. Ok. Est-ce que tu peux partager un de tes plus gros challenges et comment la spiritualité t'a accompagné dans ton challenge? L'autisme. Mon enfant est severely autistique. Il est c'était dur. Oui. Et c'était dur parce que il avait des challenges de comportement. Aussi, j'ai travaillé avec 30 médecins de spécialité mondiale à Boston, avec l'espoir qu'il sera guéri, qu'il guérisse, mais ce n'est pas possible. Toutes les analyses et les choses qu'on a faites ont abouti à me dire que tu dois accepter que ton enfant, peut-être, il reste comme ça toute la vie et que tu dois être heureuse avec ce que tu as et c'est ce que j'ai fait.
Donc, même après des années, 3 ans d'advocacy, il l'appelle l'advocacy, donc je travaille avec tous les opérateurs de la santé et l'éducation, et l'éducation spéciale et les spécialistes, pas sans résultat, avec un bon résultat. Il est maintenant il a une institution, il est pris en charge, il est heureux et tout. Mais moi, je suis arrivée à une acceptance et alhamdoulilah pour ce qu'il a donné, le bon et le moins bon, et même le moins bon peut être bon religieusement. On ne sait pas la wisdom, La sagesse. la sagesse de Dieu dans les événements. Parce qu'on ne voit pas de long terme. Moi, je parle long terme comme financier, mais pour le long terme de Dieu, c'est plus long terme. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé que je vois de mauvais. Il a des choses qui sont meilleures au-delà du court terme et du vécu et de la sévérité, parce que les examens sont différents pour tous les humains, et que si on a des tests, on doit les survivre, aussi les accepter avec un cœur net et mu'min. La croyance est testée le plus dans les moments difficiles. Et donc, et en fait, cette acceptance, c'est acceptation. C'est acceptation ou acceptance? Acceptation, je pense. Acceptation. J'ai un doute. OK. En anglais, c'est accept. L'acceptation du destin. Je l'ai, en fait, l'école de mon enfant m'a donné ça. Ils ne sont pas religieux, mais la façon dont ils travaillent, la conviction de traiter, d'aider, empower les gens avec special needs, avec les besoins spéciaux, les sports, les activités, l'art, tout ce que mon enfant fait m'inspire chaque jour pour faire plus dans mon travail, parce que mon travail, comparé à ce que je vois dans son école, est plus facile. Il est très facile comparé à ce que d'autres personnes qui sont dans le domaine de l'éducation spéciale endurent chaque jour, avec joie et avec sourire pour les petits, les enfants, en dépit de la difficulté et de la dureté du travail, ils sont toujours souriants et optimistes. Lorsque je vois ça, ça m'inspire à être super joyeuse et super positive dans tout ce que je fais, et je ne me complains pas. Je fais pas de complaintes. Je me plains pas. Tout ce que je fais, ce n'est pas aussi dur que d'autres personnes. Donc, si on compare à des cas qui sont plus que nous, on se sent bien, et on se sent qu'on n'a rien fait, On doit faire plus. Faire de la gratitude. On doit faire plus. Oui. Je te remercie. On arrive à la fin du podcast. Je te remercie beaucoup pour toutes tes réponses, Khadija. Pour terminer, juste des petites questions un peu plus courtes. Est-ce que tu as une routine quotidienne, une routine du matin que tu appliques? Je me réveille très tôt. Peut-être 4 heures, 5 heures. Je prends mon café, je fais ma prière. Donc, en dépit de tout le travail que je fais, une chose que j'arrive à faire chaque jour correctement, c'est ma prière, 5 fois par jour. Je commence le travail très tôt, et après, je prends en charge ma fille. Maintenant, avec Covid, elle est à la maison, donc je l'aide. Et durant la journée, je fais des discussions avec ma mère, et je peux aller pour la marche, ou je fais pour shopping, parce que je travaille très tôt et le soir, donc j'ai le milieu de la journée où je vais à l'extérieur et je fais mes choses. Donc ça me donne des refuels. Je me ressource en allant. J'aime conduire ma voiture et de la musique. J'ai de la routine à écouter les audiobooks très régulièrement
sur Livre audio. une app, oui, sur une app called Script. Donc, je Script. fais ça. Ok. Oui, je fais un peu de gym, mais pas aussi souvent que je souhaitais. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, je suis très simple. Je reste flexible parce que mon travail, la beauté de digital, c'est que tu peux faire beaucoup en étant avec ta famille et flexiblement. Donc, à chaque fois, Mhm. même si je fais tout ce que j'ai cité, à chaque fois qu'une personne demande à me parler, je suis Mhm. disponible. Mais je pense Donc, qu'aussi tu es oui, flexible, mais très, très bien organisé, quand même, très, très carré dans son organisation, malgré tout. oui. Oui, aussi j'ai une équipe. En fait, je suis pas Empower Women, donc je recrute beaucoup de femmes avec moi Mhm. comme support et comme chercheuse, comme beaucoup de. Donc je travaille avec mon équipe. J'ai un rituel, c'est que je n'écris pas beaucoup, je parle beaucoup. Donc, Mhm. j'ai des audios tout le temps parce qu'à chaque fois que j'ai une idée, je ne veux pas aller et typer. Donc, je prends mon audio et je laisse la réflexion à toute personne. J'ai beaucoup de partenaires. Donc, j'échange toute la journée. Même si je suis en COVID, je me sens que je suis avec tout le monde chaque jour. Mhm. Avec le voice, avec Oui, la voix. Je laisse des messages, mais je n'appelle pas. Je laisse des messages comme ça, c'est flexible. Et eux oui, aussi, ils ont l'habitude de quand ils ont répondre le quand temps. ils ont le temps. Oui, Mhm. et on fait comme ça. Donc, et je priorise mes tâches. Et si je ne fais pas quelque chose, je ne me fais pas. C'est bon, c'est pour demain. Et Mhm. on va comme Tu as ça, des mais to-do list, tu fais des to-do oui, list? oui, to-do list, yes. To-do list Mhm. on paper. Je l'ai fait électronique, ça n'a pas marché pour moi. Maintenant, j'ai mon papier. Chaque jour, je fais les to-do list. Je fais 1, 2, 3, 4. Et je m'assure que les plus importants c'est fait. Le reste, c'est wish list. Si c'est Mhm. fait, c'est bon. Si c'est pas fait, je recopie. J'écris les choses qui sont restées d'aujourd'hui pour demain. Et après, Oui. et demain, j'introduis des choses. S'il y a des choses urgentes, je réorganise la numérotation. Et c'est très archaïque. Donc, c'est sur papier avec 1, 2, 3. Oui. Donc, c'est comme ça que je travaille. Moi, Ça marche pour moi. j'utilise une application qui s'appelle To Do de Microsoft, qui est pas mal. OK. Euh, OK. électroni- Électroniquement, je m'en Hum. sors, oui. OK. C'est bon. Avec notification, c'est bon. J'ai essayé d'utiliser des applications, mais c'est bon pour archiver. Comme ça, je Oui, n'oublie pas, mais ça ne me tient pas responsable pour la journée. Donc, mon papier, c'est pour le jour oui. À la précis, fin, tu juste l'as pour à un côté jour. de toi, tu dois jeter le papier ou Oui, bien. Ok, oui. ok. Très bien. Dernière question. Est-ce que tu as des recommandations de livres, de podcasts, de ce que tu veux qui t'ont, toi, marqué, que tu voudrais recommander? Je lis beaucoup de biographies de personnes qui me fascinent, que je respecte. Mhm. Donc, je lis leur parcours, leur personnalité, leur routine. Aussi, je lis ce qu'ils lisent. Bill Gates, je vois toujours sa liste et je ne lis pas tout. Je sélectionne ce qui m'arrange dans Mhm. leur collection et je lis Où est-ce que tu retrouves pour leur les collection? sur online. Je fais what does Bill Gates read? And then, Ok, chaque année, Bill Gates publie la liste de ses livres préférés. Et ok. aussi les autres personnes aussi ont commencé à faire ça. Mhm. Donc, c'est devenu un business, donc il faut faire attention. Il y a beaucoup de célébrités maintenant qui sont en train de promouvoir des livres, mais pour vraiment les gens comme Bill Gates ou Elon Musk ou Andrew Ng, ces gens-là n'ont pas d'intérêt à être payés pour Économique, leurs ouais. suggestions. C'est Donc, clair. vous êtes on paye vérifier leurs livres et voir si ça vous dit quelque chose. Si ça vous dit, donc c'est bien. Mais les livres, c'est très important. La lecture, c'est très important. Aussi, Mhm. comme j'ai dit, les médias de la journée, chaque jour, je lis autour qu'est-ce qui se passe. Aussi, je sauvegarde Quel si j'ai magazine? pas le temps. Tu as des Les magazines, oui. magazines particuliers que Oui, tu suis? oui, Wired, Fortune, Ok. Mhm. TechCrunch, Ah oui, tu les as cités, Crunchbase. ceux que tu as Yeah, cités tout à oui, l'heure. D'accord.
Oui, oui. Mm. Donc, podcast, j'adore une venture capital. Leur nom, c'est Andreessen Horowitz. Dernièrement, ils ont changé leur nom à A16Z. A16Z. Leur Mhm. nom. Et cette société d'investissement qui est Venture Capital, c'est les meilleurs, c'est vraiment le top de best in breed dans le Venture Capital. Ils écrivent beaucoup, ils ont des partenaires qui écrivent beaucoup, donc je lis leurs blogs sur leur site. Mhm. Je regarde leurs vidéos comme présentation. Aussi, ils ont des podcasts. Donc, j'aime Oui. bien leur podcast. A16Z. Aussi, j'aime le fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman. Il a Mhm. un podcast, j'aime bien. It's called Masters of Scale. D'accord. J'aime bien. Et il y a d'autres. Donc, je n'ai pas. Et, J'ai plusieurs, mais je n'écoute pas très, très souvent. oui. Et Ça dépend. les Ça dépend de. biographies, tes biographies préférées, tu dis que tu lis beaucoup de biographies. Est-ce que tu en as quelques-unes Euh, de préférées? Oui, j'ai déjà cité Elon Musk, j'ai Oui. cité Steve Jobs, j'ai cité Jeff Bezos, Ok. Bill C'est ça là. Gates. Mhm. Il y a j'ai oublié les autres, mais il y a d'autres. Je suis aussi les femmes entrepreneurs maintenant. Je suis la dame qui a fondé Bumble, de Tinder of Women. Bumble, Mhm. il a été listé à New York Stock Exchange ce mois-ci, Ouais. Whitney Ça qui something. qui Ou, s'est fait virer et qui a fait une copie. oui, Mm. oui. Je suis aussi Ellevest. Il y a une femme, Sally Krawcheck. Elle est la fondatrice de Ellevest. C'est une société robo-advisor pour les femmes. Mhm. Maintenant, il n'est pas un unicorn déjà, mais en route pour être Une licorne. unicorn. Mhm. Mhm. Donc, je suis cette femme, elle est très, très bien. Elle est très bien. Je suis une dame called Arlen. I forgot last name, mais elle a une venture capital Backstage Mm. Ventures. C'est une femme noire américaine et Afro-américaine. son Mm. histoire afro-américaine, il a une histoire très fascinante. Il a commencé de zéro et après 2 ans, quelque chose, il est devenu très leader dans le domaine de venture capital. Et il investit dans les minorités en exclusivité, Ah, d'accord. les Afro-Américains et les minorités, les femmes, Excellent. les autres minorités des États-Unis. Et il a avancé beaucoup, beaucoup. Il a aussi Mm. une personnalité très spéciale. Oui. Écoute, Khadija, je te remercie pour toutes ces références. Si quelqu'un souhaite te suivre ou te joindre parce qu'il a une question, est-ce que c'est possible? Oui, oui, bien sûr. Sur Mhm. LinkedIn, Twitter, Ok, Instagram, ok, excellent. Clubhouse aussi. Ah, tu as rejoint Clubhouse. Oui, oui. Il faut Ouais, je te joindre rajoute. Je te oui, follow. oui, joindre la conversation. Oui, oui, moi C'est aussi, quoi je le ton... ferai. Khadija Khartit. Ok, En un mot. d'accord, très bien. Là, je vais te rajouter. En fait, je te suis déjà. Je te suivais déjà. OK. OK. J'avais déjà ton numéro. Euh, OK. écoute, Radja, je te remercie vraiment pour ton temps. Je sais qu'on a largement dépassé le temps que je t'avais dit, mais c'est parce que ton parcours était. Il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de conseils à donner, de retours d'expérience. Donc, je pense que ça va en plaire à pas mal de personnes. Surtout tout ce qui est woman empowerment. Je sais pas c'est quoi le mot pour empowerment en français. J'ai essayé de faire la traduction aujourd'hui sur Google. J'ai trouvé responsabilisation, mais je Oui, n'aime c'est pas pas la terrible. traduction. Pas terrible C'est le très mot. étroit. C'est très Ouais. étroit. J'ai essayé de discuter en arabe à propos de empowerment et Mhm. j'ai trouvé des mots plus perspicaces que responsabilisation en français. Mhm. Temkin, temkin et en arabe, temkin Mhm. c'est plus proche de Oui. empowerment que responsabilisation. Mhm. Ouais. Ok, très bien.
En tout cas, je te remercie. Je te souhaite tout le succès, surtout chez Araz, dans votre nouvelle Merci, aventure. J'espère que ça va bien se développer, Inch'Allah. Et puis, Inch'Allah. que Dieu te facilite c'est quoi le mot? Jazak Allah yajzak bi khair. Te Merci beaucoup, récompense. Abdelrahman. Merci pour l'opportunité. Merci pour ce que tu fais pour les jeunes francophones à travers le monde. C'est très important. Ces genres de messages positifs, de empowerment, comme qu'on a bien dit, d'orientation, de messages positifs que le futur sera meilleur qu'aujourd'hui et que le passé et que les jeunes seront les responsables, les leaders pour construire ce futur. Donc, tu es un acteur pour créer ces réflexions d'espoir, de construction, que tout est possible, que l'effort is worth it. Ça en vaut la peine, ça en vaut le coup, ça en vaut, oui, ça en vaut que c'est possible, tout est possible. C'est le tout, c'est à propos de saï. C'est pas ce que j'ai, c'est ce que je suis, ce que je suis. Et ce que je fais, et ce que je vais faire, c'est ça ce qui compte. C'est pas ce que j'ai et ce que j'aurai. On est ce qu'on est. Et c'est pas, on n'est pas ce qu'on a. On est ce qu'on est. OK? Donc, merci beaucoup pour ce que tu fais. C'est très important. Je t'en prie, que Dieu accepte, Inch'Allah. Khadija, à bientôt. Je te dis à bientôt, Inch'Allah, et je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. À toi aussi. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à ton entourage et à faire des invocations pour que ce podcast soit source de bien pour la Ummah. Amin. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.